Bienvenue à Procure en parle, un rendez-vous spécialement conçu pour les hommes atteints par le cancer de la prostate et leurs proches. Les différents sujets abordés dans ces webinaires se veulent un complément d'informations fiables, basées sur les préoccupations et questions posées aux professionnels de la santé de Procure. Bon visionnement. Bonjour et bienvenue à Procure en parle. Je m'appelle Kim Sullivan et aujourd'hui, on va parler de l'incontinence urinaire. Plusieurs pensent que c'est un sujet qui affecte les femmes, comme celles qui viennent d'accoucher, par exemple, que les femmes doivent faire des exercices afin d'éviter les fuites urinaires, mais plusieurs ne croient pas à l'incontinence urinaire chez l'homme où on en entend moins parler. Par contre, ceux-ci sont aussi confrontés par l'incontinence urinaire. Qu'en est-il de l'incontinence urinaire qui n'est pas en lien avec un traitement pour le cancer de la prostate? Nous allons en parler aujourd'hui avec Dr Vincent Trudeau. Il est chirurgien urologue au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières. Merci, Dr Trudeau, d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Comme nous faisons beaucoup en début de webinaire, j'aime commencer avec des questions un peu plus générales. Donc, premièrement, pourriez-vous donner la définition de l'incontinence urinaire? La définition, c'est assez simple. L'incontinence urinaire, c'est qu'un patient peut se plaindre d'une perte involontaire d'urine. Fait qu'il faut vraiment que ce soit involontaire. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de pourcentage, chez la femme, dans un sondage qui a été fait quelques années auparavant, les femmes, c'était environ entre 25 et 30 des femmes qui se plaignent d'incontinence urinaire. Chez les hommes, c'est un peu moins, mais ça reste quand même entre 5 à 7 des hommes qui peuvent se plaindre d'incontinence urinaire. Ça vient avec les pathologies qu'on va discuter plus tard, mais ça vient aussi peut-être aussi parce que les hommes sont moins enclins à en parler. C'est peut-être un petit peu plus tabou, là, fait que c'est le but de ce soir d'en jaser un petit peu plus. Bien, chez les femmes, on sait que ça peut arriver justement postpartum. Chez les hommes, est-ce qu'il y a plusieurs formes d'incontinence? Puis si oui, quels sont les symptômes? Fait que chez les hommes et chez les femmes, mais quand on va parler plus des hommes, il y a trois types officiels normalement d'incontinence urinaire. On parle d'incontinence d'effort. L'incontinence d'effort, ça l'explique par soi-même. C'est les patients qui vont avoir des incontinences lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils rient, lorsqu'ils font du sport ou lorsqu'ils font un effort physique. L'autre, c'est l'incontinence d'urgence qui est associée à une envie pressante d'uriner. Fait que le patient va avoir une envie pressante d'uriner, pas capable de se rendre aux toilettes et il va avoir une incontinence à ce moment-là. Il y a aussi l'incontinence qu'on appelle mixte, qui peut être un mélange des deux. Dans d'autres types d'incontinence qui ne sont pas officiels, mais il y en a deux qu'il faut garder en tête, qu'on appelle l'incontinence par trop-plein, des hommes qui sont en rétention urinaire, donc qui sont bloqués. Leur vessie est pleine d'urine, ils vont perdre des petites gouttes ici et là. On va penser que c'est un peu comme à l'effort, mais en fait, ce n'est pas à cause qu'ils ont un problème de retenue, c'est vraiment parce que leur vessie est pleine. Et la dernière chose qui n'est pas de l'incontinence, mais qu'il faut quand même mentionner, c'est ce qu'on appelle le dribbling post-mictionnel. Les patients, les hommes vont finir de faire pipi, donc ils vont finir d'uriner et il va y avoir des petites gouttes qui vont sortir à la fin. Fait que ça, ce n'est pas nécessairement de l'incontinence, c'est simplement un petit peu d'urine qui reste dans le canal. Il faut essayer de se relâcher puis de le laisser sortir. Il y a des petites techniques qu'on peut utiliser, mais ça, ce n'est pas nécessairement de l'incontinence. Donc, c'est pas toujours un signe de problème relié à la prostate. Il peut y avoir d'autres conditions médicales reliées aussi à l'incontinence urinaire. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, les hommes, dès qu'ils ont un problème urinaire, vont dire ah, j'ai un problème de prostate, mais la vessie, ça peut être vésical ou à cause de la vessie ou à cause de la prostate. Fait que, par exemple, l'incontinence d'effort, ça va être oui, souvent chez des hommes qui ont une chirurgie de la prostate pour le cancer. L'incontinence d'urgence, ça peut être un problème de vessie hyperactive qui peuvent être liés avec des problèmes de prostate. Ça peut être post-radiothérapie pour des cancers de la prostate. L'incontinence par trop-plein, ça peut être parce que le patient est bloqué à cause de sa prostate ou autre problématique. Et il y a toute la sphère qu'on abordera peut-être un petit peu moins, parce que c'est plus rare, mais toutes les causes neurologiques, des syndromes neurologiques, des maladies neurologiques qui peuvent avoir des symptômes vésicaux. Fait que c'est pas juste problème urinaire, c'est ma prostate nécessairement. Fait qu'il faut pas faire ce lien-là trop rapidement. Vous dites que c'est un des liens, par contre, que les hommes font, c'est le problème de la prostate, entre autres. Comment savoir si mon incontinence urinaire,
celle de mon mari, parce que je parle de prostate et bien sûr, les femmes n'ont pas de prostate. Comment savoir si les symptômes urinaires sont reliés à une prostate volumineuse, comme vous dites, ou une infection de la prostate, ou même un cancer de la prostate? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cancer de la prostate donne rarement des symptômes. Donc, la majeure partie du temps, c'est asymptomatique. Donc, les patients n'ont pas de symptômes secondaires à ça, sauf dans des cas très particuliers. La prostate qui grossit avec l'âge, qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, va donner des symptômes qu'on appelle obstructifs. Donc, des patients vont avoir de la misère à uriner. Donc, la pression du jet va être moins forte et tout ça. Et cette prostate-là, lorsqu'elle grossit, la vessie a de la misère à se vider et peut devenir hyperactive en essayant de se combattre contre cette obstruction-là. Fait que ces symptômes-là, des fois, les patients peuvent avoir de l'incontinence d'urgence, donc une vessie qui se contracte très souvent pour rien, donc de l'incontinence urinaire d'urgence secondaire à la prostate. Les infections urinaires, ça va être des tableaux plus différents. Les patients vont avoir de la douleur en urinant, ça va brûler, il peut y avoir des fois d'autres symptômes. Fait qu'on est capable avec le questionnaire d'avoir vraiment des différences. Faut prendre ces symptômes-là au sérieux. Il faut que les patients, s'ils veulent en parler à leur médecin, c'est correct, mais ils ont souvent la crainte, ça doit être un cancer de la prostate dès que j'ai un symptôme. C'est vraiment pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dépisté pour le cancer de la prostate, mais ça, c'est un autre débat, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas nécessairement dû au cancer de la prostate. Vous aviez parlé du fait qu'en vieillissant, le muscle se relâche un peu et c'est un peu normal. Est-ce qu'on peut sous-entendre que tous les hommes finissent par en souffrir d'une forme ou d'une autre dû au vieillissement? En fait, on sait que la prostate va grossir avec l'âge, mais ce qu'il ne faut pas faire comme association, c'est pas que plus que la prostate est grosse, plus qu'on a de symptômes. J'ai des patients qui ont une prostate petite à moyenne et qui ont beaucoup de symptômes de cette augmentation de volume-là. J'ai des patients qui ont une prostate 5 fois plus grosse que leurs voisins, puis ils n'ont pas de symptômes. Mais c'est sûr que statistiquement, plus que ta prostate est grosse, plus tu as de chances d'avoir des symptômes. Fait que ce n'est pas tous les hommes qui vont avoir des problèmes avec la prostate. Puis pour corriger, juste pour mettre ça en contexte, c'est pas que le muscle va relâcher, c'est que la prostate va grossir, puis que la vessie va essayer de se contracter contre cette prostate-là. Donc, soit elle va avoir de la misère à se vider, donc le jet va être moins fort, mais elle peut aussi être hyperactive, donc des envies pressantes d'uriner, de se dépêcher pour aller aux toilettes. Ça peut être dû parce qu'elle se contracte pour rien ou parce qu'elle se vide moins bien. Fait que là, on fait juste vider le trop-plein à chaque fois qu'on va uriner. Vous donnez l'image de quelqu'un qui pèse sur un jet d'eau ou qui prend une paille puis qui pèse sur la paille. C'est un peu le même concept. Exactement. Fait que moi, je vois ça comme un moteur. Fait que c'est comme c'est un moteur, la vessie, elle se contracte. La vessie peut avoir de la misère à contracter pour plein de raisons, mais c'est la vessie qui se contracte, puis c'est la tuyauterie. La tuyauterie peut être bloquée ou elle peut être ouverte. Puis après, c'est tout un mix de tout ce qui peut se passer. Fait que c'est sûr, si la tuyauterie est un peu bloquée à cause de la prostate qui est plus grosse et qui obstrue, ben la vessie va avoir soit de la misère à se vider ou des fois pour essayer de se contracter plus souvent. Fait que c'est vraiment, il faut voir ça comme simple. Comme de la plomberie. Exactement. L'image est vraiment là. C'est vraiment le fun de se faire présenter une image comme ça parce que je suis certaine que plusieurs viennent de faire « Ah, OK ». Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la présence de sang dans l'urine? Est-ce que ça fait partie des symptômes d'incontinence urinaire? Est-ce qu'il faut consulter immédiatement si on voit du sang dans notre urine? Fait que dès qu'on voit du sang dans les urines, automatiquement, il faut consulter. Les gens vont dire des fois, ça doit être une petite pierre qui a passé, mais c'est pas nécessairement la vérité. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a du sang dans les urines qu'il y a automatiquement quelque chose, mais tout homme ou femme qui voient du sang dans leurs urines doivent consulter. Puis il y a une batterie de tests qu'on fait en fait en urologie, puis aussi la médecine de famille de première ligne peut commencer ces examens-là en demandant des imageries pour être sûr qu'il n'y a rien au niveau des reins ou de la plomberie haute avant d'aller dans la vessie. Puis également, nous, on va examiner la vessie pour être sûr qu'il n'y a rien au niveau de toute la plomberie, pour être sûr qu'il n'y a rien qui peut causer ce segment-là. Fait que c'est rarement associé avec de l'incontinence, mais il faut rappeler que ça, c'est un drapeau rouge. Ça, il faut consulter quand ça arrive. On dit que souvent, les femmes à l'âge de 45 ans devraient commencer à avoir des mammogrammes. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel une incontinence peut survenir chez l'homme? Puis est-ce que ça peut aussi engendrer d'autres problèmes physiques? Fait que je pense que
avec l'âge, les hommes peuvent développer des symptômes urinaires, mais l'incontinence chez l'homme, lorsqu'elle est nouvelle, lorsqu'elle se développe nouvellement, peu importe l'âge, il faut se poser la question pourquoi il y a de l'incontinence. Chez la femme, c'est souvent statistiquement parce qu'il y a les muscles du plancher pelvien, les muscles autour du vagin sont moins forts, donc il faut faire les exercices et tout ça. Puis il y a plein d'autres raisons chez la femme, dont la vessie hyperactive. Mais chez l'homme, c'est pas. Il y a la vessie hyperactive, mais il faut éliminer les autres causes. Comme je disais tantôt, la vessie qui ne se vide pas. Fait qu'une nouvelle incontinence chez l'homme, il faut tout le temps se poser la question, y a-t-il quelque chose derrière ça? Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut consulter dès que ça arrive une fois, mais il faut mettre la puce à l'oreille, surtout quand cette incontinence-là arrive avant d'uriner. Comparé au dribbling post-mictionnel que je vous parlais tantôt, là, c'est les petites gouttes en remontant les pantalons. Ça, c'est moins grave, mais une incontinence qui arrive de novo, là, comme nouvellement apparue, ça vaut la peine de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a vraiment pas un âge, là. Il n'y a vraiment pas un moment où est-ce que tu dis, oh, non. Non, fait que c'est pas à partir de 70 ans, c'est normal de perdre un peu ses urines dans ses culottes. C'est pas de même que ça fonctionne. Puis ça veut pas dire que c'est grave qu'on perd les urines dans les culottes, mais ça veut juste dire qu'il faut se poser la question, puis peut-être en parler à son docteur pour qu'on fasse qu'on se questionne, voir c'est quoi la cause. Est-ce que ça peut engendrer les troubles d'érection? Fait que normalement, il n'y a pas vraiment de lien entre la perte des pertes urinaires et les troubles d'érection. Cependant, les patients peuvent avoir des troubles d'érection secondaires vu l'impact psychologique lors des relations sexuelles, peuvent perdre des fois un petit peu d'urine ou avoir peur de perdre l'urine lors de l'acte ou de la masturbation. Donc, il y en a qui vont avoir plus un côté au niveau psychologique. Puis, dans des cas très rares, ça peut être des maladies neurologiques qui peuvent affecter les deux. Mais le plus fréquemment, c'est aussi la dysfonction érectile, c'est très fréquent. Et les problèmes d'érection, c'est très fréquent. Puis l'incontinence aussi, il fait que ça se peut que ce soit les deux problèmes pour deux raisons complètement séparées. Fait qu'il ne faut pas penser parce qu'on a de l'incontinence, des problèmes d'érection, oh mon Dieu, j'ai un trouble neurologique. Je pense que c'est la minorité, là, voire l'exception que ça arrive. Puis on se dit des fois que les hommes attendent un peu avant d'aller consulter ou d'avant. Fait que, ça se peut que c'est probable que les deux puissent arriver en même temps, que quelqu'un puisse associer les deux en même temps, mais ça ne veut pas dire qu'un amène l'autre ou qu'un est la cause de l'autre ou qu'un engendre l'autre. C'est très rarement le cas. C'est souvent deux raisons complètement séparées, à moins que l'impact psychologique, l'incontinence sur l'activité sexuelle. Si je vous donne des exemples de choses que des gens puissent dire, dites-moi si ce sont des formes d'incontinence. Si je dis la phrase « J'ai envie dès que j'arrive à la maison, mais il n'y a que quelques gouttes. J'ouvre le robinet et je pense que j'ai envie. Lorsque je suis dans un endroit froid comme l'extérieur, on dirait que j'ai envie. » Est-ce que ces cas-là, c'est des cas d'incontinence? Fait que ça va dépendre s'il y a de la perte d'urine, mais c'est tous des symptômes qui peuvent être associés à de la vessie hyperactive. Est-ce que c'est à cause que la prostate bloque le canal ou parce qu'ils ont juste une vessie hyperactive comme plein de femmes? Donc, les hommes ont le droit d'avoir une vessie hyperactive seule sans problème de prostate. C'est vraiment des symptômes qu'on appelle de l'urgence. Donc, c'est des signaux. La poignée de porte, c'est un classique. Le robinet en faisant la vaisselle, c'est un classique. Les patients ils vont avoir très envie. Pourquoi? Bien, la vessie est hyperactive, puis des fois, le cerveau envoie des mauvais signaux et il y a de la misère à bien contrôler le signal qui est envoyé. Ça peut être des signaux aussi, des fois, que les patients peuvent apprendre à modérer ces symptômes-là par diverses façons qu'on leur montre là, avec des traitements, oui, mais d'autres façons de gérer ces signaux d'alarme-là pour ne pas être victime de ça à chaque fois que ça arrive. OK. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que l'incontinence pourrait être considérée comme une urgence médicale? Moi, je pense que les patients qui commencent à être impossible d'uriner ou qui s'est associé à l'impossibilité d'uriner ou avec des symptômes neurologiques, ça, c'est sûr que c'est très urgent qu'il faut qu'ils consultent. Puis les gens aussi qui perdent les urines un petit peu ici et là, sans vraiment de signaux ou quoi que ce soit, ça aussi, il faut penser à ce que la personne ne pourrait pas être en rétention. Parce qu'il y a des patients en rétention urinaire, il y a des patients qui urinent un petit peu et qui perdent un peu les urines la nuit, un petit peu ici et là, sans vraiment de raison, sans associer à des symptômes de vessie hyperactive, par exemple. Il faut juste poser la question, est-ce que ça pourrait que le patient soit bloqué? Mais en termes d'urgence, là, c'est si le patient est incapable d'uriner ou s'il y a des symptômes neurologiques associés ou autre chose.
Puis, il faut garder en tête que ce n'est pas une urgence, mais une nouvelle incontinence qui se développe. Il faut garder en tête qu'il faut juste se poser la question pourquoi ça arrive, mais ce n'est pas nécessairement une urgence dans tous les cas, là. Donc, si je conclue un peu ce qu'on vient de dire dans cette première partie du webinaire, c'est qu'à partir du moment qu'il y a des symptômes urinaires qui persistent, les hommes devraient consulter, peu importe l'âge à laquelle ça arrive. Dans le cas d'une vessie pleine sans uriner sur une période de 24 heures ou en présence de symptômes urinaires jumelés à douleur, fièvre, frisson, c'est une urgence. Puis ça, il faut vraiment aller consulter à l'urgence. Ben, c'est certain, j'avais pas parlé de l'infection urinaire, mais effectivement, c'est des symptômes qui peuvent être associés à l'infection urinaire, de la température, comme vous l'avez dit, effectivement. Ces pathologies-là, ces patients-là devraient trouver des soins relativement de façon urgente. Les autres, les incontinences qui ne sont pas urgentes, on peut en parler à son docteur quand on le voit. Les médecins de première ligne, la médecine familiale, sont très bien formés pour faire le premier contact puis faire une grosse partie du travail avec. On n'a pas besoin de voir un neurologue nécessairement, là. Les médecins de famille sont très bien formés, ont beaucoup d'expérience aussi là-dedans, là. Puis, on en avait parlé un peu en début du webinaire, justement, les douleurs qui viennent avec quand on urine, qui est l'infection urinaire. Est-ce que ça vient toujours avec fièvre et frisson aussi ou ça peut être juste douleur? Fait il faut faire attention quand les douleurs en urinant, c'est souvent une infection urinaire, mais il y a des patients pour d'autres pathologies que ça dépasse un peu le cadre de ce soir, là, mais il y a d'autres raisons d'avoir de la douleur en urinant qui ne sont pas nécessairement de l'infection. Mais il faut se poser la question. Si l'infection est seulement dans la vessie, les patients peuvent avoir de la brûlure en urinant, des nouveaux symptômes urinaires, puis faire une infection urinaire sans température. La plupart du temps, c'est souvent quand l'infection est plus avancée, puis que ça monte mettons, dans les reins, que là, on va avoir de la température la plupart du temps. OK, intéressant. Fait que ça, c'est plus urgent. Si tu fais de la température, c'est urgent, il faut que tu consultes, comparé à s'il y a des symptômes. Mais oui, il faut trouver les soins rapidement, mais ce n'est pas une urgence médicale. OK. On va parler maintenant du diagnostic et des traitements disponibles pour l'incontinence. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est au bureau du médecin? Disons, je suis assis devant vous en ce moment avec mon chum. Comment qu'on diagnostique l'origine de ces troubles urinaires? Fait que je pense que la clé de tout ça, c'est d'avoir un questionnaire qui est important, un bon questionnaire avec le patient, faire l'histoire au complet. Parce que juste avec le questionnaire, on est capable de mettre le doigt sur la cause très souvent, avec plein de petits indices, des petites questions qu'on va poser. Puis le patient, avec son histoire, va être capable de nous dire la plupart du temps, avec tous ces indices-là, la raison de son incontinence. Après ça, on a des examens pas très invasifs, là, mais des petits examens qu'on peut rajouter. Souvent, on rajoute souvent une analyse et culture des urines pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection. Fait que c'est juste un petit test d'urine pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection. Souvent, on va demander des fois aux patients de remplir ce qu'on appelle un calendrier mictionnel. Donc, un calendrier des urines. Ils vont mesurer combien ils font pipi pendant 24 heures, 48 heures. Ça va nous donner une idée, puis ils vont nous dire où ils perdent les urines. Fait que ça va nous donner aussi une idée de comment fonctionne leur vessie. Comme Puis un aussi, des journal de fois, pour bord. éliminer Pardon? Comme un petit journal de bord. Exactement. Fait qu'ils vont vraiment mesurer dans une tasse à mesurer, puis donner le volume urinaire et les heures. Ça va être des fois très pertinent, surtout dans les contextes de vessie hyperactive. Puis pour éliminer tout ce qui est rétention urinaire, des fois, on peut faire une petite échographie sur la vessie pour s'assurer que la vessie se vide bien. Fait que les patients vont aller uriner dans la salle d'attente, puis on va faire juste une petite échographie, puis on est capable de voir combien il reste dans leur vessie. Est-ce qu'ils sont capables de vider la vessie pour éliminer tous les doutes de rétention urinaire chez les patients. Puis une fois qu'on a diagnostiqué, une fois qu'on a une idée d'un peu de la cause ou de l'origine, la prochaine étape, j'assume, c'est les traitements. Ça serait quoi un traitement efficace contre l'incontinence urinaire? Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que vous recommandez? Fait que c'est très, très large. Fait que, moi, je le diviserais dans deux catégories, là. Les incontinences d'effort qui sont souvent liées à des chirurgies pour le cancer de la prostate. Faut comprendre, c'est bien pour le cancer de la prostate. Il y a des patients qui vont être opérés pour la prostate pour une prostate qui bloque le canal. Puis dans ces cas-là, l'incontinence, c'est très, très rare. Mais je parle vraiment pour un cancer de la prostate. Ça, c'est plus l'incontinence d'effort. Ça va être surtout au niveau travaillé de faire des exercices avec des physiothérapeutes au niveau périnéal ou pelvien. Puis sinon, il y a des chirurgies, on va peut-être en parler un petit peu plus tantôt.
Tout ce qui est pour incontinence d'urgence, les incontinences qu'on parlait avec les envies pressantes, la première étape, là, c'est le changement des habitudes de vie. On peut travailler très fort la façon dont ils vont changer leurs facteurs de risque, plein de petites choses qu'on peut travailler. Si ça ne fonctionne pas, après, on peut donner des médicaments, puis il peut y avoir d'autres traitements qui sont un peu plus intenses. Puis tout ce qui est pour les trop-pleins, donc les rétentions urinaires, bien là, on traite la rétention, l'incapacité d'uriner, souvent par une tube qu'on appelle une sonde pour vider la vessie. Puis là, on enclenche d'autres types de traitements. Ça, c'est plus dans les urgences ou les semi-urgences, tant que le patient n'est pas capable d'uriner. Fait que c'est vraiment par gradation, là. Souvent, c'est modification de l'habitude de vie. Si ça ne fonctionne pas, des médicaments. Si ça ne fonctionne pas, ben, il y a d'autres traitements qui sont un peu plus poussés, là. OK. Donc, vous aviez dit plusieurs petites choses, ça a engendré plusieurs petites questions dans ma tête. On va commencer avec le médicament, parce que vous avez dit que c'est un des traitements, un médicament oral. J'assume combien de temps qu'on peut s'attendre avant de voir une amélioration lorsqu'on a ces médicaments? Fait que ça, c'est les médicaments, c'est pour la vessie hyperactive, les symptômes qui sont de se dépêcher souvent aller aux toilettes, des envies pressantes d'uriner. Ces médicaments-là ne vont pas agir tout de suite. Ça va prendre plusieurs semaines à agir. Puis ils ont différents dosages. Donc, il y a souvent une petite dose, une plus grosse dose. Fait qu'on va dire aux patients, commencez avec la petite dose, voir comment va le médicament. Attendez plusieurs semaines. Puis après ça, si ça ne fonctionne pas, ben là, on peut des fois augmenter la dose, dépendant de l'amélioration ou pas des symptômes. Fait qu'on parle de minimum un bon 4 à 6 semaines normalement. L'amélioration peut se voir plus vite, mais il ne faut pas désespérer en disant ah, je l'ai pris une semaine, ça ne fonctionne pas. Fait que des fois, ça prend du temps à stabiliser. Pour répondre à votre question, une fois que le médicament est dans le sang et on a un certain équilibre de le prendre, il faut essayer de le prendre souvent le même moment, mais qu'on le prenne le matin ou qu'on le prenne le soir. Il n'y a pas vraiment de raison parce qu'il n'y a pas vraiment, quand on prend la pilule, c'est pas que le médicament est à 100% puis il est complètement évacué par la suite. C'est vraiment un équilibre qu'on obtient puis on garde le médicament juste pour garder la même dose. OK. Et vous avez parlé qu'avant les médicaments, on essaierait un changement de mode de vie. On dit souvent que la maladie est associée à la mode de vie ou que le mode de vie peut faire une différence. Y a-t-il des exercices qui peuvent soulager les symptômes de l'incontinence urinaire? C'est quoi que vous suggérez comme petit changement de mode de vie? Bon, pour ce qui est des exercices qu'on peut demander en physiothérapie pour l'incontinence d'effort après une chirurgie de la prostate, c'est des exercices pour renforcer le muscle plancher pelvien. Ces exercices-là peuvent aussi être très bons pour les patients qui ont de la vessie hyperactive, et tant qu'ils ont les fameux petits signaux là, qu'on parlait tantôt, qui déclenchent les crises. Des fois, ils peuvent contracter un petit peu le muscle plancher pelvien, puis ça envoie un petit signal au cerveau de se calmer. Ça peut être une option. Dans les autres, le plus classique là, dans tout ce qui est vessie hyperactive, les symptômes de vessie hyperactive, c'est de tout ce qui est irritant dans la vessie. Donc, le café, le thé, Coke, Pepsi, thé glacé, toutes les liqueurs brunes, café et thé. Ça, c'est vraiment un classique, là. Le meilleur exemple, j'ai eu des patients qui boivent 8-10 cafés par jour puis qui courent aux toilettes puis qui ça s'échappe. Ils arrêtent le café ou ils diminuent à 1-2 cafés de façon plus raisonnable. Puis leurs symptômes sont complètement disparus, là, fait qu'il y en Mon a que c'est Dieu! très... OK. Ouais, c'est vraiment cause à effet. L'autre chose aussi, c'est les patients vont développer à un certain moment donné des mécanismes ils écoutent un peu trop leur vessie, entre guillemets. Quand on a envie dans la vie, il faut aller à la toilette, il ne faut pas s'empêcher d'uriner puis se retrouver à uriner dans 10 ans plus tard, une fois par jour, puis notre vessie, elle ne fonctionne plus. Et ça, c'est l'extrême qu'il ne faut pas faire. Mais il y a des patients qui vont uriner 10-15 fois par jour parce que dès qu'ils ont une petite envie, ils ont peur de perdre les urines. Fait que là, ils vont aller aux toilettes tout le temps, ils vont tout le temps vider leur vessie. Puis à un moment donné, ils deviennent victimes de leur vessie, puis c'est un cercle vicieux qu'on essaie de casser. On appelle ça l'entraînement de vessie, dire, regarde, tu viens d'y aller il y a une demi-heure, 1 heure, on a regardé ta vessie se vide, essaie donc de toffer un petit 5 minutes, un petit 10 minutes de plus, pas 2 heures de plus, là, un petit 5-10 minutes de plus, puis occupe-toi, fais quelque chose d'autre, puis essayer de casser ce rythme-là de dès que j'ai une petite envie, j'ai peur que ça coule, j'y vais. Fait que ça, c'est important de commencer à travailler parce que les patients sont comme
pris dans leur routine de je vais faire pipi. Dès que j'ai une petite envie, j'y vais pour être sûr que ça ne coule pas. Puis ça finit qu'au moindre petit signaux, ils vont aller uriner. Fait que ça, c'est un genre de cycle qu'on essaie de briser sans aller, comme je vous disais, dans l'extrême de dire ben, on ne va pas uriner jamais. Ça, c'est évidemment, c'est pas correct, là. C'est comme l'inquiétude, ça va arriver dès que je quitte ou ça va. Fait que tu essaies d'être proactif, mais tu t'aides pas dans ton jeu de proactivité. Ben, tu sais, je pense que c'est correct, tu sais, dans certains cas que tu t'en vas à un endroit, tu veux pas être, tu veux pas avoir un épisode, c'est correct une fois de temps en temps, mais si les gens, ils retournent toute leur vie autour de ça, à un moment donné, c'est que tu deviens vraiment, comme je disais tantôt, victime à la merci de ta vessie. Puis ça veut pas dire qu'en faisant les petits exercices qu'on disait tantôt, ça va régler le problème, mais ça, associé à les changements d'habitude de vie, associé à un petit peu de médicaments des fois, c'est un tout, là. Puis ces exercices-là, c'est l'exercice comme le Kegel qu'on suggère aux femmes. Est-ce qu'il faut aller voir un professionnel ou on peut googler et trouver sur Internet un peu les exercices à faire? Bon, fait que oui, c'est les mêmes exercices, c'est le Kegel. Moi, personnellement, je suis un gros promoteur de physiothérapie pelvienne ou périnéale parce que j'ai eu des patients qui me disent oui, j'ai fait mes exercices, puis il fait de la contraction devant moi, puis il se crampe le visage, là, tu sais, fait que ça ne travaille pas à bon endroit, là, tu sais. Fait que je pense que c'est important que le patient dit oui, je fais les exercices, mais si vraiment ils veulent avoir le vrai impact sur vraiment le vrai investissement pour eux, c'est d'aller voir une professionnelle. Puis, il y a beaucoup de physios qui ont la formation, mais c'est important de voir des physiothérapeutes qui ont une spécialité là-dedans. Ils sont très bien formés, puis ils sont excellentes. La petite particularité que je dirais aux patients hommes, c'est de s'assurer avant de prendre un rendez-vous que les physiothérapeutes pelviennes périnales traitent des hommes, parce que ce n'est pas tous les physiothérapeutes qui vont traiter des hommes pour des incontinences, parce que c'est des fois un petit peu plus complexe. Des fois après une chirurgie de prostate ou des choses comme ça. Fait que garder en tête juste de fonctionner. Avec un professionnel, c'est pas tout le monde qui peut y aller, mais si on est capable, oui, c'est recommandé, là. Vous avez parlé de chirurgie et j'aimerais qu'on y revienne, mais avant, j'ai 2 petites questions. Est-ce que les produits naturels font une différence? Est-ce que c'est quelque chose qu'on suggère ou est-ce que c'est quelque chose qui peut aggraver l'incontinence urinaire? Fait qu'il n'y a pas de médicament qui va aider ou aggraver, qui a été prouvé. Aggraver peut-être certains, mais il n'y a pas de médicaments prouvés qui vont aider l'incontinence ou les symptômes urinaires chez l'homme. Je pense que le plus important, c'est d'en parler à son médecin si on en prend ou si on désire en prendre, parce qu'il y a des conséquences sur certains tests qu'on peut demander, comme pour le dépistage du cancer de la prostate. Puis les patients, des fois, ils ont peur de nous le dire comme c'est pas de la médecine. C'est correct s'ils en prennent, qu'ils nous le disent pour qu'on puisse le garder en tête dans notre suivi, puis les conseiller. Mais la littérature médicale qui a été faite avec des études ne démontre pas davantage de prendre des produits naturels. Fait que ça, il faut garder ça en tête. Mais tu sais, s'il y en a que ça les aide, il faut juste le dire à son médecin. Puis s'ils veulent en prendre, mais le dire, est-ce que je peux en prendre? Est-ce qu'il peut y avoir des interactions avec les médicaments? Il y a tout ça qu'il faut vérifier avec le patient. Fait que ne pas se gêner de le dire si on en prend ou on désire en prendre. Puis ça, c'est une discussion avec le patient à chaque fois, là. C'est pour ça que je posais la question, parce que je suis sûre que plusieurs ne pensent pas que leur vitamine ou leur raspberry tea ou quelque chose comme ça peut faire une différence, mais c'est toujours important que le médecin sache tout quand ça vient à la diète, à la boisson, aux aliments que vous prenez. Question, est-ce que le stress aggrave l'incontinence urinaire? Parce que vous parliez de ce cercle vicieux, ou est-ce qu'on pouvait... Donc, j'assume que oui. Ben oui, effectivement, surtout dans les continences d'urgence, là, qu'on parlait de la vessie hyperactive, tout ça, ça peut avoir un impact, un peu comme on disait là, avec le cycle, ça peut avoir un impact, ça c'est certain. OK. Et j'ai Mais il une n'y a pas troisième question. J'ai dit... mais Allez-y. c'est pas le stress, c'est pas le stress qui fait comme la vessie va se contracter, mais c'est dans tout ce qu'on disait tantôt, là, que tu sais, les gens vont être un peu plus stressés, dire j'ai encore plus peur de perdre des urines, fait que là, on va y aller un petit peu plus souvent. Mais le stress en tant que tel ne génère pas de l'incontinence urinaire. Ça va le teinter, mais ça ne le génère pas, là. OK. Et j'ai menti quand j'ai dit que j'avais 2 questions parce que j'en ai une troisième. Vous aviez parlé du café que je suis certaine a brisé le cœur de plusieurs hommes qui nous écoutent ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qu'il faudrait éviter? Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'il y a de la nourriture qui est mauvaise pour la vessie ou pour l'incontinence urinaire? Fait si on regarde vraiment juste pour la vessie hyperactive ou l'incontinence d'urgence, c'est surtout le café, thé, toutes les liqueurs brunes.
Tout ce qui est décaféiné, déthéiné, c'est un petit peu mieux, mais c'est mieux de l'eau, là. L'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur, là. Puis, tu sais, à un certain moment donné, c'est une question de qualité de vie pour le patient. Moi, je dis tout le temps à mes patients, si je me suis assuré qu'il n'y a rien de dangereux, là, qu'il n'est pas en rétention urinaire, qu'il fait bien sa vessie, il a des symptômes urinaires vraiment juste de vessie hyperactive, puis lui, c'est un buveur de café, il boit 6 à 8 cafés par jour, puis ça ne dérange pas tu sais, d'aller aux toilettes plus souvent, puis de perdre une fois de temps en temps, bien là, j'ai dit, il n'y a rien de dangereux, c'est une question de qualité de vie. Si tu veux améliorer ta qualité de vie au niveau de la fréquence des urines, mais il faut que tu t'aides en baissant le café. Mais lui, sa passion, là, c'est un barista, puis il veut juste boire du café, bien, à un moment donné, il faut éliminer les choses dangereuses, mais à un moment donné, c'est une décision du patient pour sa vie, là, tu sais, c'est pas nous qui décident, là. Decaf? C'est mieux, mais c'est C'est pas mieux. parfait, mais c'est mieux. OK. Et est-ce que, comme j'essaie juste de penser à peut-être d'autres aliments, est-ce que la nourriture épicée est un problème? Est-ce que, je sais Et pas. tout ce qui est tout ce qui est pas vraiment au niveau urinaire, c'est sûr que les gens qui prennent de l'alcool, tu sais, ça va être ça va être un diurétique là, parce que on perd notre possibilité de concentrer les urines. Fait qu'il va y avoir des fois plus d'urine. Fait que là, ça peut débalancer des fois avoir un petit peu plus d'incontinence parce qu'il y a plus d'urine générée. Les aliments, c'est pas vraiment pour l'incontinence ou la vessie hyperactive, c'est dans certains autres problèmes de vessie douloureuse ou des douleurs. Certains patients peuvent avoir certains aliments qui peuvent les rendre plus inconfortables, mais pas tant pour l'incontinence en tant que telle. OK. Fait que c'est bon. Fait qu'il faut juste vraiment être inquiet de les boissons brunes, le café, les liqueurs brunes. C'est bon à savoir. Bon, je reviens aux chirurgies parce que j'étais très intéressée par quand vous parliez de ça un petit peu plus tôt. J'assume qu'il y a plusieurs types de chirurgie pour traiter l'incontinence urinaire et j'assume qu'il y a aussi des effets secondaires. Fait que juste la chirurgie, c'est surtout pour l'incontinence post-chirurgie de la prostate pour le cancer de la prostate. Un petit aparté sur les vessies hyperactives qu'on appelle rebelles. Donc, ça veut dire qu'on fait les habitudes de vie, le patient est extraordinaire, il fait tout ce qu'il faut. Les médicaments, ça ne fonctionne pas, puis ça va vraiment pas bien. On a traité la prostate pour essayer d'agrandir le canal, ça ne fonctionne pas, puis il y a de l'incontinence d'urgence qui persiste, malgré les médicaments, malgré tout ça. Parfois, on peut injecter du Botox dans la vessie en petite procédure qui va diminuer la quantité d'incontinence puis d'urgence dans certains cas précis, en éliminant évidemment toutes les autres causes. Mais la plupart des chirurgies, c'est surtout pour l'incontinence d'effort après une chirurgie pour le cancer de la prostate. Le plus important, c'est de comprendre c'est quoi la quantité d'urine qui est perdue par le patient. Parce que c'est niaiseux, chaque personne a une tolérance à l'incontinence différente. Il y a des patients qui vont me dire ah, je perds beaucoup, beaucoup dans une journée. D'autres vont dire ah, j'en perds pas beaucoup, mais finalement, c'est plus que l'autre. Fait que nous, comment on fonctionne, c'est qu'on demande des examens qu'on appelle un pad test, un test de pad. Les patients vont mesurer leur perte d'urine qui est dans des pads. Ils vont les peser, les pads mouillés. Ça va donner un nombre d'incontinence, un nombre vraiment objectif de perte d'urine. Puis, dépendant du nombre de pertes d'urine et de l'importance des symptômes du patient, on va pouvoir lui offrir différents types de chirurgie. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est le niveau d'activité du patient. Si c'est un jeune patient ultra actif qui aime ça bûcher du bois, il travaille fort, travail physique, il va démasquer plus rapidement des problèmes de son sphincter après la chirurgie que quelqu'un qui est plus sédentaire, travaille de bureau, qui ne bouge pas plus. Si on met tout ça ensemble, la première chose qui est très importante, c'est de faire de la physiothérapie, le traitement conservateur, comme on avait dit, puis se donner du temps après la chirurgie. Les hommes viennent nous voir après 1 mois, 2 mois. L'incontinence, c'est déjà en amélioration, mais on attend des fois. Ils peuvent s'améliorer jusqu'à 12 mois. La plupart du temps, à 12 mois, on a atteint le pic. Il y en a même qui s'améliorent encore un peu jusqu'à 18 mois. Si malgré les exercices, malgré le temps, malgré tout ça, l'incontinence devient assez importunante pour le patient, il y a 2 grands types de chirurgie. Le premier, c'est pour les incontinences qui sont plus légères à modérées. C'est une bandelette qu'on va mettre sous l'urètre. C'est une petite chirurgie d'1 jour. On vient ouvrir le périnée. Donc, le périnée, c'est entre le scrotum et l'anus. On vient ouvrir à cet endroit-là, puis on va mettre une bandelette qui va causer un petit peu d'obstruction, comme un genre de choker pour l'urètre.
Puis il y a même certains modèles qui ont un ballon qu'on peut rajouter du liquide avec un petit dispositif pour le gonfler un petit peu plus pour ajuster selon les symptômes du patient. Si l'incontinence est un petit peu plus modérée à sévère, on peut utiliser ce qu'on appelle le sphincter artificiel. Le sphincter artificiel, c'est littéralement un sphincter qu'on va installer au patient. Donc, 3 morceaux. Il va avoir comme une genre de bague qui va obstruer complètement qui va comprimer complètement la plomberie. Puis lorsque le patient veut aller uriner, il va peser sur une pompe qui est cachée au niveau du scrotum. Puis l'eau qui est dans la bague va s'en aller dans un petit réservoir qui est caché dans le ventre, sous les peaux. Fait que là, le patient a quelques temps pour uriner. Quand il a fini, l'eau repart du petit réservoir et retourne dans la bague pour recomprimer. Ça aussi, c'est une chirurgie d'un jour. Puis c'est fait dans certains centres avec des urologues qui sont spécialisés pour ça, parce que c'est une procédure qui n'est pas faite par tous les urologues, évidemment. Pour ce qui est des effets secondaires, c'est de la plomberie, hein. Fait que, comme n'importe quelle plomberie, il peut y avoir des check-ups dans le sens qu'il peut y avoir des bris de plomberie, de connexion et tout ça. Puis plus rarement d'infections, des choses comme ça. Mais c'est quand même très bien toléré. Je vous dirais que surtout, c'est la durabilité du sphincter. Il peut y avoir des fois des retouches à faire au niveau de la plomberie ou si le patient développe un peu d'incontinence plus tard, réajuster son sphincter. Mais c'est quand même bien toléré. Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quand même un implant qu'on met chez le patient. Puis il y a des effets secondaires. Tant que ça va bien, tout le monde est content, c'est le fun, mais il peut y avoir des effets secondaires. Mais c'est très bien toléré dans la majeure partie. Puis les patients sont très contents après cette procédure-là. Est-ce que c'est un dernier recours de faire les implants? Oui, effectivement. Oui, comme je vous disais, c'est vraiment, il faut y aller par gradation. On va, premièrement, c'est la physiothérapie, les exercices, le temps après la chirurgie. Et après ça, si l'incontinence persiste, ben, c'est de voir quel genre d'incontinence c'est, quel genre de patient c'est, actif ou pas. Puis après, on peut questionner le patient à quel genre de traitement il veut. Est-ce que c'est la bandelette si l'incontinence n'est pas trop pire? Et ensuite, sinon, c'est le sphincter qui est comme l'étalon d'or qu'on appelle, donc qui est le traitement le plus le meilleur, là, en fait, là, pour l'incontinence post-chirurgie de la prostate. C'est ça, j'allais dire. Un patient ne peut pas juste arriver et dire Ah, j'ai pas envie de dealer avec tout le potentiel du 18 mois d'attente, là, je veux tout de suite l'opération, l'implant. Ben, il faut mettre ça en perspective par contre. On n'attend pas nécessairement 12 à 18 mois. C'est quelqu'un après 6 mois qui a une incontinence sévère puis qui affecte grandement sa qualité de vie. On peut commencer à mettre en branle, pardon, tout le bilan et tout ça pour son incontinence, le pas de test et tout ça. Fait que c'est pas une ligne dure de let's go, mais on voit de l'amélioration dans la première année de façon significative. Fait qu'il faudrait vraiment que l'incontinence soit tellement sévère qu'on n'attende pas le 12 mois. Il y a des cas qu'on fait ça, mais c'est très rare. Puis l'incontinence après une prostatectomie radicale, le taux est à peu près de 10% à 1 an. Après, les hommes, après la chirurgie, presque tous les hommes vont l'avoir temporairement. Il y en a quelques semaines, quelques mois. Avec la physiothérapie, on peut gagner du temps, retrouver la continence plus rapidement. Mais au bout d'1 an, c'est à peu près 10%. Mais dans ce 10%-là, il y en a que c'est quelques petites gouttes tant qu'ils vont faire certaines activités, ça ne les dérange pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin d'un sphincter nécessairement, là. Et c'est permanent, ces implants. Oui, ça s'enlève, mais oui, le but, c'est ça s'enlève s'il y a des complications, mais le but, c'est que ce soit permanent. Est-ce que l'incontinence peut disparaître complètement après traitement? Fait que après un sphincter, les patients peuvent être complètement continents. Avec la bandelette aussi, c'est dépendant du niveau de continence. Le but, c'est qu'il faut donner des attentes réalistes aux patients, que peut-être avec la bandelette, il va en avoir une résolution quasi complète. Puis des fois, avec le sphincter, ça ne sera pas parfait, mais c'est sûr que c'est le meilleur traitement, c'est le meilleur qu'on peut donner. Fait que oui, des fois, on va baisser les attentes des patients qui disent je ne veux plus jamais perdre une seule goutte dans ma vie. C'est peut-être pas toujours possible, là. Mais normalement, ça fonctionne très bien. Les taux de succès sont excellents avec les sphincters. OK. Et si on n'a pas besoin de se rendre justement aux implants, est-ce que l'homme peut avoir la possibilité de penser qu'un jour il serait continent s'il change son mode de vie, s'il pratique les exercices, s'il fait les petits tests psychologiques pour pas tomber dans le cercle vicieux?
Et là, si on sépare encore les deux grandes classes, pour ce qui est de l'urgence, oui, absolument, là, on peut traiter ça bien comme il faut. On a beaucoup de médicaments, des traitements, comme on avait parlé, et des fois des petites chirurgies. Fait que oui, ça, absolument. Puis au niveau du côté post-chirurgie prostatique, oui, effectivement, il y a des patients qui peuvent diminuer leur incontinence pour que ça soit convenable pour eux dans la vie. Puis s'ils ne se rendent pas là, là, on va parler d'implant. Le but, c'est pas nécessairement que tout le monde soit sec à 100% toute leur vie. Tu sais, je dis tout le temps à un patient, ça se peut que si tu as un litre dans la vessie parce que tu as bu une coupe de bière puis tu vas bûcher du bois, ça se peut que tu perdes une petite goutte ici et là, mais dans la vie, on ne fait pas ça tous les jours. Je pense qu'il faut mettre. Le but, c'est pas que tout le monde, tu sais, après une chirurgie de prostate, c'est d'essayer de rendre la qualité de vie la meilleure au patient. Puis si cette qualité de vie-là, malgré tout, a été altérée, là, on peut penser à un implant. Mais oui, dans les deux cas, on peut penser à résoudre l'incontinence urinaire. C'est une très bonne nouvelle et il me reste que 2 questions pour vous. On peut résoudre l'incontinence urinaire. Est-ce qu'on peut guérir l'incontinence urinaire? Ben oui, en fait, dépendant de quoi était la cause. Fait que, tu sais, si la cause était parce qu'on est en rétention urinaire, on peut traiter ça, puis avec une chirurgie, on peut guérir de ça. Vessie hyperactive peuvent être contrôlés avec les médicaments, des fois avec les médicaments, mais des fois juste les habitudes de vie peuvent être changées. Puis le patient n'a plus d'incontinence, on pourrait considérer ça comme une guérison. Ou après la chirurgie de prostate, que ça soit une incontinence temporaire, puis le patient peut être guéri après, puis plus avoir de perte d'urine. Dans la majorité des patients, en fait. Fait que oui, il y a possibilité de guérir. Là, la définition de guérison va dépendre de chaque personne, là. Mais oui, tout à fait. Il est possible de guérir de ça. Fait que c'est des bonnes nouvelles, tout bord, tout côté. Oui, mais c'est un travail avec le patient et son docteur. Bon, ben parlons de son travail entre patient et docteur. Votre top 5 conseils pour un homme qui vient vous consulter pour l'incontinence urinaire. Fait que je pense qu'il faut, premièrement, la première chose, c'est d'en parler à son docteur, de ne pas être gêné d'en parler. Et les gens pensent que c'est tabou, il y en a qui ont peut-être honte aussi d'avoir ça. Je pense que c'est important d'en parler à son médecin de première ligne, si on a des inquiétudes ou quoi que ce soit, de consulter pour ça. Fait que ça, c'est la première des choses. Après ça, dans la prise en charge, c'est de se prendre en charge comme patient puis d'essayer d'avoir des meilleures habitudes de vie si c'est recommandé par son docteur. Parce que c'est facile de prendre une pilule une fois par jour, mais si on règle nos problèmes d'habitude de vie, si on diminue nos cafés, thé, liqueurs brunes, on n'aura peut-être pas besoin de médicaments. Après, c'est bien suivre ces symptômes dans le temps. Puis c'est bien de faire des petits calendriers mictionnels, comme je disais tantôt, parce que les petits journaux de bord, parce que des fois, les patients, ils me disent tes médicaments ou tes examens, ça n'a rien fait. Ça ne m'aide pas, tes affaires. Genre, oui, mais regardez dans votre petit calendrier, là, il y a 1 an, là, vous faisiez pipi 10 fois par jour, 4 fois la nuit. Puis là, maintenant, vous êtes à 5 fois par jour, puis 1 ou 2 fois la nuit. Ça, c'est une. Puis là, il dit, ah oui, hein? Ça aide aussi. Fait que suivre ces symptômes, des fois, ça peut. Mais oui, on prend conscience de l'amélioration qu'on a faite. C'est pas parfait, il y a du chemin à faire, mais de s'encourager là-dedans, ça, c'est super. Pour ce qui est du traitement aussi de l'incontinence d'effort et ou un petit peu de l'urgence, c'est d'essayer le traitement conservatoire avec la physiothérapie. C'est du travail, c'est de l'investissement de temps et tout ça. C'est sûr que c'est plus facile de dire fais-moi ça, fais-moi ci, donne-moi ça comme prescription ou traitement chirurgical. Mais le traitement conservateur, s'investir là-dedans en physiothérapie, c'est extraordinaire. Puis il y a même des patients qui sont très motivés que je les fais voir en physiothérapie avant la chirurgie pour le cancer de la prostate. Comme ça, ils connaissent déjà leurs exercices. Comme ça, ils peuvent les commencer le plus tôt possible pour recouvrir leur incontinence encore plus rapidement. Fait que des fois, les gens qui sont très motivés, on les fait même voir avant la chirurgie pour gagner du temps après la chirurgie. Puis, c'est pas mal ça. Je ne sais pas si ça faisait 5, là, mais c'est pas mal Oui, ça. je pense que oui. Et dernière question, je sais que vous aviez dit plutôt que de s'assurer que le physio connaît les exercices pour hommes. Si on a de la difficulté, on sait qu'on est écouté ici partout dans la province. Il y a peut-être des plus petites villes, il y a peut-être des. Est-ce que notre urologue en tant que tel a une liste de médecins comme ça de physio qu'on peut consulter? Oui, effectivement. Fait que, chaque région va avoir leur physio. Je pense que sur Google ou sur autres moteurs de recherche, vous pouvez chercher des physiothérapeutes, physiothérapie pelvienne ou périnéale. Oui, il peut
en avoir dans chaque région, peut-être moins dans les plus petites villes, mais dans les villes moyennes ou grosses, il y en a presque partout au Québec. C'est important en appelant d'être sûr qu'ils font pour des hommes. Sinon, certains médecins de famille qui sont très investis ont des listes de physiothérapeutes. Puis sinon, quand on est rendu à l'urologue, tous les urologues ont des recommandations que les patients leur ont dit ou des bonnes ententes avec plusieurs physiothérapeutes. Fait que, il y a plein de façons d'en trouver. Malheureusement, ce n'est pas toujours remboursé par le gouvernement, là. Il y a besoin d'assurance. On essaye de développer ça dans le public, mais ce n'est pas facile. On va y arriver peut-être avec le temps, mais en parlant de temps, nous sommes à la fin de notre temps, Dr. Trudeau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est de l'eau que je bois et non du café. Et je vais dire à tout le monde, de l'eau, c'est mieux que le café. Je pense que ce serait ça votre 5e conseil. Mais c'est bon du café. Moi, j'en bois du café. Tout le monde en boit du café. C'est bon, mais c'est juste, si ça nous donne des symptômes urinaires, des fois, il faut modérer. Exactement, c'est bien dit, j'aime ça. Pour vous à la maison, merci d'avoir été avec nous et on sait que vous avez peut-être des questions qui apparaissent à des moments où est-ce que vous n'êtes pas assis devant votre médecin, où est-ce que vous n'avez pas Dr. Trudeau devant vous. Donc, peu importe le moment où est-ce que vous avez des questions, sachez que Procure est ici pour vous. Vous pouvez toujours consulter notre site web ou notre ligne d'information où est-ce que 7 jours sur 7, il y a des professionnels de la santé qui sont là pour vous. Merci encore Dr. Trudeau, et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu ce webinaire possible. Pour accéder en tout temps à des outils et ressources au sujet du cancer de la prostate ou pour faire un don, rendez-vous sur procure.ca. Merci pour votre soutien.